Hello, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce meet-up euh, pour lequel l'association La Parole aux Sourds nous fait l'honneur de sa présence, représentée par Gabriel. Donc je vais commencer par me présenter. On va faire un petit tour de table pour que vous sachiez qui sont les personnes qui vont vous parler de ces chouettes projets aujourd'hui. Donc pour commencer, moi je suis Mathilde et je m'occupe de coordonner les missions de mécénat d'Extia depuis près de 2 ans maintenant. Donc mon travail, c'est justement de collaborer avec nos associations partenaires pour être à l'écoute de leurs besoins, de leurs projets et leur permettre de réaliser ces projets grâce au mécénat de compétences d'Extia. Donc la parole aux sourds et la collaboration entre la parole aux sourds et Extia, ça fait déjà plusieurs années. Bien avant que j'arrive chez Extia. Donc, Gabriel, on aura l'occasion de peut-être retracer un tout petit peu notre voilà l'historique. Voilà. Nous avons aussi Pierre et Arnaud qui sont consultants chez Extia, qui participent de près à ce projet et qui vont nous partager aussi bien leur contribution au projet que leur expérience et leur ressenti. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse dire un mot ou deux sur lui pour commencer, pour se présenter. Gabriel, je veux bien que tu commences. Euh, et puis, sans en dire trop, parce que j'ai plein de questions pour toi. Ça marche. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là et surtout merci Extia et toute la communauté Extia. Donc, je suis Gabrielle Portnoy, fondatrice de l'association La Parole aux Sourds, qui est une association qui favorise l'inclusion des personnes sourdes dans cette société de personnes entendantes et adaptées pour le monde entendant, mais aussi qui a pour vocation de faire découvrir la langue des signes et la culture sourde, qui sont une langue et une culture extrêmement riches, qui me passionnent et que j'ai envie de faire découvrir au plus grand nombre. Génial. Merci beaucoup, Gabriel. On a hâte d'aller dans encore plus dans le vif du sujet. Pierre, tu veux bien Oui, dire un mot? déjà bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, merci à tous de venir et de participer à ce projet et à cette démonstration. Donc moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps chez Extia en tant que consultant product owner. Donc pour expliquer brièvement pour ceux qui connaissent pas le métier de product owner, c'est vraiment d'être le lien entre, on va dire, le métier et la partie technique. Donc un peu pour donner un exemple, être entre le lien entre Arnaud et Gabriel pour vraiment comprendre déjà les enjeux métiers et les besoins métiers de Gabriel et on va dire les traduire d'un point de vue plus technique auprès d'Arnaud, d'également de voir avec Arnaud aussi toute la partie voilà, technique, également sa compréhension du besoin, l'aider aussi parfois à prendre en main les tickets et à prendre en main les tickets s'il ne comprend pas réellement le besoin de Gabriel. Et ensuite de ça, d'expliquer aussi à Gabriel ce qu'a fait Arnaud, sa vision, comment ses retours et également sa vision du projet d'un point de vue technique. Voilà, donc je n'en dis pas trop. Ouais, merci Pierre. C'est super, c'est parfait. Arnaud, si tu veux bien prendre la suite. Ouais, moi c'est Arnaud, je suis développeur web depuis 6 ans et je suis consultant chez Exia Belgique depuis 5 ans. Et voilà, j'ai eu une longue période d'intermission et du coup j'ai participé au projet de mécénat, le projet proposé par Exia, qui est de participer à la création de la plateforme Seniors pour Gabriel et son association. Et, euh, et voilà, pour nous, c'est très challengeant de faire ce genre de projet parce qu'on travaille avec beaucoup de développeurs différents qui s'enchaînent sur le projet parce que voilà, il y a des gens qui sont en intermission pour quelques semaines, quelques mois, et du coup ça tourne beaucoup. Et puis aussi, on a un challenge sur ce genre de projet-ci qui est d'arriver à faire un projet très accessible parce que Gabriel porte beaucoup d'intérêt et d'importance à l'accessibilité sur le projet, et pas que pour les personnes malentendantes, mais aussi pour toute personne en situation de handicap. Et du coup, on essaie de rendre le projet accessible sur plein de points différents. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup Arnaud. Donc je suis vraiment très contente des trois profils, trois personnes que vous êtes et que vous représentez. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent le programme qui nous attend pour aujourd'hui et qui, j'espère, pourra vraiment satisfaire tout le monde à tous les niveaux. Et vous allez comprendre pourquoi.
On va commencer par approfondir un petit peu le projet, la mission, les activités de l'association avec Gabriel. Puis on va ouvrir petit à petit sur le besoin initial lié à la plateforme et le projet Signers qu'Arnaud a commencé à évoquer. Pierre nous aidera à vous donner bien les contours de ce projet d'un point de vue un petit peu plus fonctionnel. Ça permettra aussi bien d'illustrer son métier. Et enfin, Arnaud nous aidera à faire une démonstration de là où on en est. Alors, le projet est loin d'être terminé, il y a encore plein d'améliorations à apporter, mais l'objectif, c'est pouvoir vous montrer où on en est d'un point de vue développement, quels sont un petit peu les technos qu'on a utilisés aussi pour répondre aux besoins de Gabriel, pour que vous ayez la vue globale de ce projet qui, je le rappelle, est encore en cours. Ceci étant dit, Gabriel, on va commencer. La première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, pourquoi tu fais cette association? Pourquoi? J'ai une histoire personnelle, puisque mes 2 parents sont sourds. Donc, j'ai grandi dans le monde de la surdité et de la langue des signes, puisque tous les sourds ne communiquent pas en des signes, c'est très hétérogène. De par la population, des personnes âgées devenues sourdes, des personnes qui ont des affects, etc., vont pas forcément grandir ou communiquer en langue des signes. Mais il y a quand même toute une partie de la population sourde qui communique en langue des signes. C'était le cas de mes 2 parents. Donc, c'est ma langue maternelle. Évidemment, le français, c'est ma seconde langue. Et j'ai grandi avec ça depuis ma naissance. J'ai découvert tous les challenges à relever, mais vraiment d'une façon très optimiste. En fait, il y a plein de solutions à proposer qui n'existent pas encore et j'ai envie de les proposer pour améliorer le quotidien des personnes sourdes et encore une fois, pour faire découvrir la langue des signes sourdes aux autres, puisque je pense que finalement, ce qui manque beaucoup aux sourds, c'est pas le fait de ne pas entendre, c'est pas ça le handicap dont ils souffrent, mais c'est le fait de ne pas pouvoir communiquer. Et il y a plein de réponses à apporter, plein de challenges à relever très enthousiasmants. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec la parole aux sourds. Donc, c'est vraiment inspiré de mon histoire personnelle et de ce que je vois en grandissant avec ma famille, en étant avec eux. Génial, merci beaucoup Gabriel. Moi justement, une chose que j'ai commencé à découvrir depuis qu'on travaille ensemble, c'est, tu l'as évoqué à l'instant, mais les différents types de surdité. Ce n'est pas, on dit pas la surdité, ce serait plutôt les surdités. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour que moi et puis peut-être nous tous, en tant que personnes qui ne sommes pas forcément renseignées, on puisse se rendre mieux compte en fait de la diversité qu'il y a à ce niveau-là et du coup de la diversité des challenges qu'il y a à relever. Oui, alors c'est très très large. C'est le handicap en fait le plus prégnant et le plus commun. On ne se rend pas compte, mais il y a 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. Mais donc, comme tu viens de le dire, c'est bien les surdités, puisqu'en fait, il y a différentes formes de surdité. Il y a des personnes qui deviennent sourdes à la naissance ou très tôt dans l'enfance, soit c'est héréditaire, soit c'est une maladie type méningite, etc. Il y a des personnes qui deviennent sourdes de manière progressive suite à une autospongiose, maladie, etc. Il y a plein de facteurs génétiques, maladies auto-immunes, etc. Mais il y a aussi les surdités acquises, le fait de vieillir, et donc de perdre en audition, les acouphènes, le fait d'écouter beaucoup trop fort la musique dans ses écouteurs, etc. Donc, c'est quelque chose malheureusement qui arrive de plus en plus fréquemment. Donc, c'est très, très divers et varié. Et donc, voilà, tout le monde n'a pas la même façon de vivre sa surdité, tout le monde n'a pas le même mode de communication. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on rencontre une personne sourde ou malentendante, un peu l'interroger, se renseigner sur comment elle veut communiquer, comment ça se passe pour elle, pour essayer de s'adapter justement à sa surdité. Je te remercie Gabriel, tu m'offres une transition parfaite vers ma prochaine question qui est justement, il existe, tu l'as dit, plusieurs moyens de communiquer. Est-ce que tu peux nous les décrire pour qu'on se rende un petit peu mieux compte? Oui, et comme je disais, effectivement, il y a ce que je connais le mieux, c'est la langue des signes. Donc, on parle de sourds signants. Donc, ce sont les sourds qui communiquent en langue des signes. Donc, ça, c'est une vraie langue. On dit souvent d'ailleurs langage des signes
c'est une erreur. Il faut bien dire langue des signes, puisqu'il y a une syntaxe, il y a vraiment une grammaire, tout ce qui va avec, du vocabulaire précis. Ça, c'est un premier mode de communication. On ne sait pas très bien combien de personnes en France communiquent en langue des signes comme langue première, mais bon, en comptant en plus l'entourage, la famille, les professionnels, ça monte à plus de 1 million normalement. Ensuite, il y a les sourds oralistes. Donc, généralement, ce sont des sourds profondillaires, mais qui peuvent être appareillés. Donc, qui portent un appareil ou un implant cochléaire. Donc, c'est une opération qui relie au cerveau et qui transmet des sons. Et ces personnes-là arrivent mieux à déchiffrer quand ils lisent sur les lèvres, puisque finalement, ils ont des sons et ils peuvent avoir la lecture sur les lèvres pour compléter les sons qu'ils n'entendent pas. Là, pour le coup, c'est un langage, c'est le langage parlé complété, le LPC, on dit maintenant, quoique maintenant, justement, je crois qu'ils disent langue française parlée complétée, mais c'est plutôt une sorte de code qui se fait plutôt par là ou par là, contrairement à la langue des signes qui est une langue en 3 dimensions. Donc ça, c'est un autre mode de communication, le LFPC, et qui va plus insister pour faire la différence entre les be, pe, ge, que, etc., parce que quand on est sur les lèvres, bah, c'est des choses qu'on peut pas, dont on se rend pas compte. Et donc, ça va permettre, grâce donc, pour la langue des signes, il y a les interprètes langue des signes. Pour les locuteurs de la LPC, il va y avoir les codeurs LPC. Donc, les codeurs LPC vont permettre d'appuyer sur ces mots-là pour finalement permettre aux personnes de lire bien sur les lèvres. Et donc, ça, c'est un autre mode de communication. Et puis après, sinon, pour les personnes qui sont appareillées, c'est plus des bonnes pratiques à avoir, comment bien se placer, écrire les informations sur un tableau, sous-titrer les contenus, justement quand il y a des vidéos qui sont diffusées, etc. Donc, ça va être plein de bonnes pratiques, mais en mode de communication, ça va être plutôt voilà, les sourds signants qui ont besoin de la langue des signes et les sourds oralistes qui, idéalement, lorsqu'il y a une conférence ou une intervention, on peut mobiliser des codeurs LPC pour pouvoir leur permettre de décoder. Et le LPC, c'est vraiment calé sur la langue française, alors que la langue des signes, c'est une syntaxe complètement différente. Waouh, merci beaucoup Gabrielle, c'est vraiment super intéressant. On se rend pas toujours bien compte, je trouve. Un jour, tu m'as expliqué ça, ça m'a vraiment surprise parce que voilà, je m'en rendais pas bien compte. Tu me disais que voilà, même des personnes qui justement maîtrisent ou apprennent cette langue des signes et qui font tous les bons, enfin de bonne volonté, les bons efforts pour parvenir à communiquer, faisaient parfois des erreurs qui presque pas annulent tous leurs efforts de communication, mais se tirent vraiment presque une balle dans le pied pour des petits réflexes qu'on n'apprend pas forcément, qui sont des réflexes à adopter pour favoriser la communication et qui vont au-delà de la simple gestuelle ou de la langue des signes. Est-ce que tu peux, peut-être qu'il y en a parmi vous justement qui nous écoutent, qui maîtrisaient déjà la langue des signes ou avaient envie d'apprendre, etc. Gabrielle, est-ce que tu pourrais nous donner voilà, quelques réflexes qui, peut-être pour toi, te paraissent évidents, mais qui pour nous, en tant que débutants, qui sont peut-être les erreurs un peu communes qui sont à éviter pour justement que notre communication fonctionne? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Alors, c'est vrai que, par exemple, je pense que l'épisode dont tu parles, c'est quand je t'expliquais ce qui me tient beaucoup à cœur dans le projet qu'on est en train de monter, mais je vais pas tout raconter. C'est qu'il y a des gens qui apprennent la langue des signes dans leur coin, justement, parce qu'ils n'ont pas forcément de formateurs autour d'eux, ou alors ils n'ont pas le temps ou pas les moyens, parce que ça coûte de l'argent d'apprendre la langue des signes. Et donc, ils vont apprendre avec des vidéos YouTube ou avec un petit livre. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas reproduire les signes qu'ils apprennent. Et beaucoup, ça arrive très très souvent, beaucoup de personnes vont faire les signes à l'envers. Par exemple, au lieu de faire A, ils vont faire A. Au lieu de faire bonjour, ils vont faire bonjour. Et donc, ils vont s'entraîner pendant des mois et des mois tout seuls dans leur coin sans croiser une personne sourde. Le jour où elles croisent une personne sourde, elles sont hyper contentes. Voilà, c'est le moment de partager tous leurs efforts qu'elles ont fait ces derniers mois. Et là, malheureusement, c'est arrivé que les personnes sourdes les regardent un petit peu de travers parce que justement, elles font les signes pas forcément correctement.
Et ça, c'est vraiment, alors qu'il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement de la part des personnes, ça peut être un peu décourageant. C'est pas le cas de la majorité des sourds, hein. Heureusement, justement, les sourds sont ravis quand il y a eu un effort de fait. Ils sont dans l'échange, la communication. C'est vraiment très chaleureux, mais c'est vrai que c'est ce qui peut arriver et que ça peut dérouter, voire démotiver. Et ça, c'est vraiment un challenge que j'ai voulu relever. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, j'ai oublié, ça me va mener à autre chose. Plus dans les comportements, oui. Une chose qui trahit la personne qui est débutante de la personne qui est plus à l'aise en langue des signes, c'est qu'elle va beaucoup se concentrer sur les mains, parce que la langue des signes, ben, on commence par faire les mains. Mais en fait, quand une personne est à l'aise avec les signes, on va voir qu'elle ne regarde quasiment que le visage. Les mains sont presque accessoires. On voit les mains, on voit le signe qui est réalisé, mais c'est beaucoup l'expression du visage, les mouvements du corps qui vont compter. Et c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui est à l'aise. Mais le but, c'est que les débutants arrivent à ce stade où elle est vraiment dans l'expressivité. Quand elle regarde son interlocuteur, elle se concentre aussi sur le visage. Et c'est ça qui est magnifique avec la langue des signes, c'est que beaucoup de choses se transmettent, même presque sans les signes, par l'expression du visage. Super, merci, merci beaucoup, Gabriel. Et donc, justement, ce qui m'interroge pour la suite, la vocation de ton association, c'est justement de favoriser cette communication entre le monde des sourds et le monde des entendants. J'ai beaucoup aimé la phrase qui suit, pour pouvoir bénéficier des richesses de chacun. Et toi, tu me dis souvent que justement, parmi les personnes sourdes, tu t'es aperçu que beaucoup avaient des grandes qualités, notamment dans les métiers du visuel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et peut-être aussi sur ce que tu as mis en place avec la manufacture du digital à ce sujet-là? Effectivement, en fait, les gens passent complètement à côté des personnes sourdes parce que justement, on parle deux langues différentes, les sourds signes et les entendants oralisent en langue française. Et donc, ils se rendent pas compte de la richesse de chaque individu. C'est une communauté, mais où il y a des individualités, des personnes différentes, mais très, très riches. Certains sont passionnés de politique, d'autres d'histoire, d'autres d'humour. Donc très différent, mais il y a une chose qui relie quand même pas mal de personnes sourdes, et ça je m'en suis rendu compte très tard, alors même que mes parents sont tous les deux sourds, c'est que, alors j'ai pas fait un vrai sondage, mais plus de 50% des personnes sourdes excellent dans les métiers liés à l'image. Donc tout ce qui va être graphisme, photographie, réalisation, montage, etc., ils sont hyper doués, ils vivent dans un monde visuel en 3 dimensions, donc ils ont une autre façon de voir le monde, et ils arrivent à le reproduire et ils ont une qualité d'expression visuelle et graphique impressionnante, y compris, je prends l'exemple extrême de ma mère qui est sourde et malvoyante, et elle dessine hyper bien. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser finalement que les personnes sourdes avaient cet avantage-là sur les autres handicaps, sur les autres, justement pas handicaps, mais pour le coup, ce sont les entendants qui sont un peu handicapés par rapport aux sourds. Ils sont vraiment plus doués, les sourds, sur ces métiers liés à l'image. Et on dit souvent finalement que dans chaque handicap, il y a une surcompensation et donc il y a des endroits où on excelle. En l'occurrence, pour les personnes sourdes, c'est vraiment ça. Et ça m'a conduit finalement à créer aussi une autre structure, une entreprise qui s'appelle donc La Manufacture Digitale, qui est une agence de communication où j'embauche des graphistes, des réalisateurs, des monteurs sourds, pour qu'ils puissent enfin exercer un métier où ils excellent, puisque sinon, la plupart du temps, ce n'est pas des métiers où ils sont très épanouis, où il y a beaucoup de communication, et où ils ont une valeur ajoutée. Alors que sur ces métiers-là, ils ont une valeur ajoutée, des compétences innées, et en plus, on est dans un métier quand même beaucoup lié à l'image, donc leurs compétences sont très utiles. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres manufactures digitales qui vont se créer par d'autres personnes plus tard, parce qu'il y a un vivier de personnes encore à recruter assez énorme. Génial. Merci beaucoup, Gabriel. Tu peux nous donner une idée des missions qui sont réalisées par tes employés de la manufacture digitale? Oui, les métiers. Ouais, les métiers. Ouais. Les métiers. Plein de choses. Des captations, par exemple, photos d'événements, de vœux de fin d'année, puisqu'on arrive aux vœux de fin d'année ou vœux de début d'année. On va faire des catalogues, des brochures, mais sur tous les thèmes. On a eu des brochures financières pour des banques, des brochures de développement durable, etc.
et puis des vidéos en motion design, donc avec plein d'animations, ou alors des vidéos plus institutionnelles, des reportages sur la vie d'entreprise. Donc, vraiment tout ce que ferait une autre agence de communication visuelle, mais réalisé par des personnes sourdes. Et donc, moi, je trouve, avec un truc en plus, puisque déjà ils excellent, mais en plus, le fait qu'ils n'entendent pas, donc ils n'ont pas forcément accès à la communication orale, etc. Ils vont vraiment étudier, faire en sorte que l'image soit la plus parlante possible. Et donc, je trouve que nos communications sont encore meilleures que celles d'autres agences de communication, forcément. Génial. Merci beaucoup, Gabriel. En tout cas, vous savez vers qui vous tournez si vous avez des projets qui touchent ces sujets-là. Justement, en parlant de projets, si vous avez envie de peut-être apprendre la langue des signes, la diffuser au sein de votre entreprise, voilà, de tout un tas de projets de votre cercle et votre réseau. Gabriel, à travers l'association, développe son projet qui s'appelle Signers. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet, Gabriel, et les contours qu'il a actuellement, et petit à petit, on pourra ouvrir sur les contours qu'on essaye de lui donner avec notre collaboration. Eh bien oui, Signers, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'en parler. Et c'est vraiment un projet qui mobilise beaucoup de monde chez Extia, donc merci beaucoup pour ça. C'est un projet que j'ai à cœur depuis très très longtemps, comme je le disais en introduction. Finalement, depuis toujours, quand on découvre que mes parents sont sourds, on me dit « Ah, c'est génial, j'aurais toujours voulu apprendre la langue des signes, mais il n'y a pas de formateur près de chez moi, ou alors c'est cher, ou alors j'attends. » J'ai entendu ces phrases toute ma vie et je me suis toujours dit il faut que je puisse apporter une réponse à ça. Le monde a énormément évolué, on a Internet, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, il y a eu les vidéos YouTube, enfin, on a beaucoup plus d'accès à de la vidéo. Mais les gens n'étaient pas forcément encore prêts au e-learning. Je voulais faire du e-learning depuis très longtemps, mais les gens n'étaient pas prêts. Et depuis le Covid, clairement, il y a eu un shift. Et là, les gens étaient enfin prêts à passer à l'apprentissage de langue en e-learning et de langue des signes notamment, puisqu'il y avait toujours un petit peu une résistance en se disant la langue des signes, il faut que ce soit en vrai. Eh ben non, il ne faut pas que ce soit forcément en vrai. Et au contraire, on peut aller beaucoup plus loin grâce au e-learning. Et donc, voilà, en 2020, je me suis dit, ça y est, là, c'est vraiment le momentum pour proposer la formation, mais il fallait lancer quelque chose. Il y avait déjà de l'existant, comme je disais. Il y a des vidéos YouTube, il y a des petits trucs à droite à gauche qui se lançaient, mais c'était pas de réelle formation. C'est génial pour découvrir. Chaque chose qui se crée, pour moi, est utile. Chaque contenu peut trouver son public, mais moi, je voulais vraiment proposer la formation la plus profonde, la plus solide qui existe, pour que les personnes qui sont motivées et qui ont envie d'aller loin et qui n'ont ni l'argent, ni le temps, ni le formateur chez eux, puissent aller le plus loin possible en autonomie. Et donc, ça a été un long travail avec des formateurs sourds, diplômés, spécialisés, pour mettre les choses en place, travailler la grammaire notamment. Il y avait un gros enjeu pour rendre finalement l'implicite qu'on a quand on est en présentiel explicite via du e-learning, parce qu'on ne peut pas forcément poser de questions au formateur. Alors, le but, c'est que cette formation e-learning soit faite en autonomie, mais qu'on puisse compléter avec des cours en visio avec un formateur. Mais si on ne fait qu'en autonomie, il fallait pouvoir avoir le maximum de choses. Et justement, aussi, on a travaillé sur des fiches de vocabulaire très pointues, en plus des vidéos, pour que les personnes puissent reproduire correctement les signes et ne pas se retrouver dans la situation dont on parlait tout à l'heure, où elles font les signes à l'envers, etc. Là, si elles suivent correctement la formation, ça ne peut pas arriver. Donc voilà, on a essayé vraiment de pousser la formation le plus loin possible pour que les personnes puissent vraiment apprendre et pas seulement se contenter d'un bonjour, merci, au revoir. Mais même si c'était que ça que les personnes recherchaient, elles l'auraient et ce serait déjà génial. Chaque pas qui est effectué, on prend, on est ravis. Mais si elles veulent aller plus loin, avec la formation, elles peuvent aller plus loin. Il y a plein de challenges à relever et notamment rendre ça le plus ludique possible. Et c'est là où j'avais vraiment besoin d'Extia. Donc, je pense que tu vas pouvoir faire la transition, peut-être. Mais pour créer des activités qui soient ludiques, qui soient variées. Et là, il y avait beaucoup de travail et je ne pouvais pas faire ça tout seul de mon côté. Donc, Extia
a répondu présent. Voilà. Donc c'est en effet transition parfaite et Pierre va pouvoir nous aider à justement voilà quand on réceptionne un besoin comme ça de cette ampleur. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur le projet. Pierre, tu nous as rejoint là il y a quelques mois maintenant ou grandes semaines en tout cas. Donc merci pour ça. Pour compléter le brief de Gabriel et que vous soyez vraiment dans voilà, le cas de figure classique d'une mission de mécénat, j'ai envie de vous partager l'existant. Donc Gabriel, ce que Gabriel a pu mettre en place, avait pu mettre en place déjà avant qu'on collabore ensemble, ce qui nous a servi de base pour comprendre les outils, les activités, les parcours qu'elle avait en tête, que vous aussi vous puissiez vous projeter. Et ensuite, on vous expliquera un petit peu mieux ce qu'on a mis en place de notre côté à ce sujet. Donc, je vous partage rapidement des exemples d'activités pour que vous puissiez vous projeter vous-même dans ce parcours, c'est vraiment qu'une infime proportion de justement ce sur quoi Gabriel mettait l'accent, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un parcours en fait global qui va en profondeur, qui aborde plusieurs sujets. Et donc, forcément, vous allez le voir, il y a plein d'activités différentes et qui sont vraiment super ludiques, hyper visuelles et dont je suis contente de pouvoir vous montrer quelques fonctionnalités pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on reproduit. Alors, ça va trahir totalement mes compétences en langue des signes. Mais c'est pas grave, j'assume. Et je vous montre un petit peu quelques fonctionnalités qu'on peut imaginer avec la plateforme. Donc ça, c'est des choses que Gabrielle a réussi à débuter par elle-même, mais avec certains aspects qui parfois pouvaient être un petit peu bloquants. Hop, je vous montre juste voilà, petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Et qu'on a essayé de corriger en fait justement par notre collaboration. Donc du coup, Pierre, je te passe la main et est-ce que tu pourrais voilà, nous expliquer un petit peu quel est ton rôle sur le projet et ce qu'on a commencé à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de Gabriel. Bien sûr. Alors, c'est vrai que en rejoignant donc Extea il y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai dû reprendre un peu ce qui avait été fait en amont, mais surtout ce qui est très important, c'est de comprendre un peu lorsqu'on veut décider de créer une application ou un site ou une plateforme permettant de pouvoir répondre à différents services. Ce qui est très important, c'est déjà de comprendre réellement le besoin de Gabrielle, de ce qu'elle souhaite avoir sur son site ou sur sa plateforme et pour pouvoir ensuite voilà, répondre au mieux et de comprendre un peu les enjeux, de comprendre d'un point de vue global aussi tous les besoins, de comprendre aussi toutes les spécificités techniques qu'il peut y avoir. Et bien évidemment, c'est en discutant avec Gabriel, en discutant avec les équipes, en comprenant que voilà quel est un chemin critique, donc quel est le parcours utilisateur que souhaite Gabriel fasse. Par exemple, voilà, un utilisateur lambda qui souhaite se former sur la langue des signes, puisse voilà, se connecter sur l'application ou sur la plateforme, puisse aller s'inscrire pour prendre des cours ou rechercher des informations et surtout d'avoir un certain nombre d'activités et de mise de moyens techniques ou de moyens, on va dire, pour prendre en main l'outil. Et donc, c'est vrai que moi, mon rôle est vraiment d'arriver à identifier tous ces petits besoins et toutes ces petites demandes de Gabriel pour arriver à les rédiger dans un langage plus technique, comme j'expliquais avant, et de pouvoir faire en sorte que Arnaud ou les développeurs de ce projet puissent voilà, créer, développer, trouver des solutions pour, voilà, encore une fois, répondre aux besoins de Gabriel et surtout faire en sorte que toute l'application et toute la plateforme puisse être d'un point de vue esthétique, mais aussi fonctionnel et que ça répond à tout le monde. Et donc c'est ça aussi les enjeux en tant que product owner, donc de mon rôle, c'est d'arriver à vraiment comprendre
d'un point de vue global tous les enjeux, les besoins, de les mettre en forme avec l'aide de développeurs et de faire en sorte surtout que le projet soit créé efficacement d'un point de vue aussi rapidité. Et donc, c'est là où c'est très important. Et du coup, on a créé beaucoup de choses. Gabrielle, ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup d'idées. Elle a des envies, elle a plein d'envies, donc c'est super. Parce que ce qui fait que c'est un projet hyper enrichissant et très intéressant, c'est que bah, quand le client a plein d'envies, a plein de besoins, et qu'on a envie de faire en sorte que, surtout pour un projet qui nous touche personnellement, qui nous touche aussi d'un point de vue fonctionnel, où on se dit bah c'est super de créer quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, qui est utile, qui est aussi une association, donc c'est super de pouvoir aider les associations, et donc ça donne envie de faire plein de choses. Et le seul, on va dire, la petite contrainte que nous on a, c'est que bah vu qu'on dépend de consultants, bah forcément les consultants veulent bah, intégrer des projets plus gros et ils sont envoyés surtout en mission. Donc c'est vrai que nous on dépend de la partie main d'œuvre puisque bah, parfois les développeurs restent pendant 1 à 2 semaines, voire parfois on a la chance qu'ils restent 1 mois à 2 mois. Et donc ça c'est chouette parce qu'ils peuvent faire des grosses modifications, des gros projets de déploiement. Mais quand tu restes que 2 semaines, ça reste une contrainte puisque bah même eux parfois ils sont frustrés de pouvoir ne développer que pendant 2 semaines qu'une petite tâche ou qu'une petite fonctionnalité. Mais pour autant, bout à bout, on arrive à créer des choses qui sont chouettes et qui avancent au fur et à mesure. Donc c'est un beau projet. On a fait plein de choses, on a fait des activités. Donc comme montrait Mathilde juste avant, voilà, on a créé différentes activités. On a créé des activités qui sont assez ludiques, comme le memory, comme de pouvoir faire en sorte de bah, le drag and drop, par exemple. Donc, pour expliquer rapidement, c'est voilà de dire que bah il y a une vidéo qui passe, et bah, il faut mettre en forme bah, les mots, de dire est-ce que ça correspond bien à ces termes-là ou est-ce que ça correspond bien à ce langage des signes. On a fait également aussi le roue de la chance, donc c'est de pouvoir proposer une activité par jour à la personne qui souhaite s'informer et qui souhaite apprendre. Donc c'est beaucoup de projets, beaucoup d'activités, beaucoup de fonctionnalités aussi pour faire en sorte que bah, ce soit un site moderne, que ce soit également aussi un site utile et fonctionnel et d'un point de vue ergonomique facilement utilisable par tout le monde. Donc c'est beaucoup de challenges, mais c'est chouette parce qu'à travers nos différentes expériences qu'on a pu avoir dans différentes entreprises, bah on met tout ça en commun et on apporte nos idées aussi à Gabrielle. Gabrielle, bien évidemment, chaque jour, en apporte de nouvelles puisqu'elle se dit, hop, j'ai découvert quelque chose d'autre que j'aimerais bien mettre sur la plateforme. Donc, on a plein d'idées. Donc, c'est vraiment un projet sans fin. Donc, c'est très chouette. Et j'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Ah, merci beaucoup, Pierre. Je suis ravie. Tu as vraiment, je trouve, donné voilà, toute voilà, le cadre en fait d'une mission comme ça, qui est une mission de mécénat. Donc, pour rappeler le contexte, c'est une mission qu'on réalise gratuitement pour une association à travers le mécénat de compétences. Donc oui, tu as relevé les challenges qu'on a sur voilà, parfois la durée de disponibilité ou bien les compétences qui seront mises à disposition, et parfois la frustration que ça engendre en effet. Mais aussi tu as mis en avant voilà la richesse d'un projet comme ça qui permet en fait, qui est ouvert à tous, qui permet à chacun de venir contribuer, de potentiellement monter en compétences sur un projet comme ça, parce que voilà, on est quand même dans un contexte où on n'est pas chez un client, chez un de nos clients habituels, mais pour autant on a mis en place des vrais outils, on a une vraie équipe et on a un vrai projet. Et donc, j'imagine que, enfin voilà, je m'appuie sur vos retours aussi pour dire que j'imagine que c'est une expérience qui est enrichissante pour vous aussi. Et justement, Arnaud, je serais ravie de savoir, toi, tu as beaucoup participé à ce projet. J'en profite pour te remercier une fois de plus. Mais voilà, si tu pouvais justement nous expliquer un peu quelle a été ta contribution, toi du coup en tant que développeur, et peut-être nous montrer en secret ce qui a déjà été fait, ce qui fonctionne à peu près, ce qui fonctionne un peu moins et ce sur quoi on travaille actuellement. Ça donnera à tout le monde un peu plus de visibilité sur ce projet.
C'est ça, Pierre en parlait des difficultés qu'on rencontre sur ce genre de projet. Par exemple, la difficulté du fait qu'on ait beaucoup de consultants qui viennent et qui partent sur le projet pour des durées plus ou moins longues, c'est qu'on a différentes compétences sur le projet et chacun va porter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent moi j'aime bien utiliser cette techno-là. Donc moi je vais parler plutôt en l'aspect technique, mais moi j'aime bien cette techno-là, j'aime bien cette manière de faire. Et du coup, si on a trop de pierres à l'édifice, à un moment ça devient un peu le bordel. Et du coup, on essaye aussi de contrôler un peu ça et de dire voilà, on va mettre des règles, de guidelines techniques dans le projet pour essayer de respecter une certaine mise en forme, cette manière de faire, parce que sinon c'est vite, on est vite dépassé par ça. Et l'autre challenge, du coup, sur ce projet particulièrement, j'en parle en introduction, c'est l'accessibilité. Personnellement, c'est ma première expérience en termes d'implantation d'accessibilité, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est très souvent relégué au second plan, parce que c'est une faible partie de la population, et du coup, l'entreprise, globalement, se disent ça vaut pas la peine, ce qui est bien dommage. Mais du coup, on n'est pas aussi, en tant que développeur, souvent pas formé à faire l'accessibilité ou juste pas compétent. Et du coup, ça permet d'apprendre ça aujourd'hui parce que Gabriel met beaucoup d'importance sur ça, attache beaucoup d'importance à ça, ce qui est bien normal. Et comme je le disais aussi, c'est pas que l'accessibilité pour les personnes malentendantes, mais aussi pour les personnes dans toute situation de handicap, que ce soit visuel ou cognitif. Et du coup, c'est un challenge parce que je vais vous montrer l'application. Certaines règles d'accessibilité nous limitent dans les possibilités de ce qu'on peut faire dans l'application. Juste partager mon écran. Voilà. Donc ça, c'est l'application dans l'état actuel. Et du coup, on tente de refaire ce qui avait été montré par Mathilde tout à l'heure sur Teachable, mais dans la plateforme Seniors, qui sera du coup celle qu'utilisera Gabriel et l'association plus tard. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est c'est déjà pas mal, créer des jeux et les administrer, donc les modifier, changer les questions et tout. Par exemple, je vais vous montrer un jeu ici, c'est un quiz. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de jeux d'exposition pour apprendre la langue des signes, que ce soit des quiz, des memories, des drag and drop, plein de titres de tout genre. Bon là, l'exemple n'est pas optimal parce que la réponse se trouve dans la question, mais c'est pour vous montrer un peu l'exemple. Là, on aura une vidéo qui joue, une vidéo qui montre un signe, et l'idée, c'est de le reconnaître et de savoir, ok, ça j'ai reconnu, c'est le signe pour bonjour, et on répond à la question. Donc voilà, c'est ce genre d'activité. Et je parlais d'activité au début, par exemple, un des critères les plus importants, c'est la taille des textes. Il faut que les textes soient très grands pour être visibles par tout le monde. Et du coup, on a un espace restreint, je vais juste vous remontrer le jeu, on a un espace restreint pour travailler, parce que des grands textes, on peut en mettre moins sur une seule page. Du coup, voilà, ici, les boutons sont relativement grands, les textes sont relativement grands, et du coup, c'est un challenge en termes d'UX d'arriver à mettre tout ce qu'on veut sur une seule page avec des très gros textes. Et on discute avec Gabriel aussi d'éventuellement mettre des options d'accessibilité où les gens pourraient choisir ce qu'ils veulent comme option d'accessibilité sur le site, afficher des plus grands textes, des couleurs plus contrastantes, ce genre de choses. Les contrastes, par exemple, si c'est un truc hyper important, on doit faire hyper gaffe aux couleurs qu'on choisit pour que le contraste soit très haut. Donc ce genre de choses, c'est très challengeant. Et puis d'un point de vue technique, ça peut être aussi utiliser les bonnes balises HTML, utiliser les bons attributs HTML. Ça, c'est un truc technique qu'on ne voit pas visuellement, mais qui est important parce que ça affecte les lecteurs d'écran qui vont retranscrire de manière audio ce qui est affiché à l'écran. C'est hyper important d'utiliser les bonnes balises HTML pour que l'outil sache se repérer sur la page. Ok, là il y a un titre, là il y a du contenu, et c'est ce genre de choses, ou qu'il puisse sélectionner les bons champs sur la page. Je peux vous montrer d'autres jeux. Un jeu intéressant qu'on a fait, on en a parlé tout à l'heure, la roue de la chance. En gros, l'idée c'est d'avoir une roue qu'on peut tourner, et avec différentes activités qu'on peut pratiquer. Et du coup, chaque jour, les personnes pourront venir tourner X fois la roue et jouer à différents jeux. Et du coup, ça correspond à des jeux qu'on a déjà créés au préalable. Et du coup, on accède au jeu-là comme ça. Donc voilà, ça, c'est un jeu où on peut s'entraîner en auto-évaluation à signer un mot. Donc là, le but, c'est d'apprendre à signer les lettres une par une. Donc la personne devra signer B-O-N-J-O-U-R. Et elle le fait de son côté toute seule. Et à la fin du chrono, on lui dit, voilà, c'était ça la manière de faire les bons signes. Est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as raté? Là, c'est un jeu qui est un peu compliqué à évaluer sans prendre la caméra et essayer de deviner les signes qu'ils ont fait devant la caméra. Du coup, voilà, ça, c'est la réponse en alphabet dactylologique. Donc voilà, et après, on peut retourner la roue et on peut jouer à autre chose. Et il y a plein de jeux comme ça. Et Gabriel en parlait, j'en profite. Tout ce qui est le visuel qui est exacerbé par certains handicaps. Ouais, je pense aussi c'est pour ça que c'est pas nous qui avons choisi les couleurs. Il y a un graphiste dans l'équipe de Gabriel qui fournit tous les designs. On voit que c'est extrêmement coloré, ce qui est habituellement un truc qu'on évite sur les sites web parce que on est vite submergé par ça. Mais là, du coup, ça donne envie de jouer, ça donne envie de participer. Et ouais, ça exacerbe un peu le sens de la vision, ce qui est hyper intéressant. Donc, je pense que je fais sur le même jeu, du coup, c'était pas un bon exemple, pas de chance pour moi. Je peux vous montrer par exemple,
on a quoi? Un memory. Donc, je vais pouvoir m'humilier sur le fait que je ne connais pas la langue des signes et que je vais galérer. Mais c'est intéressant On est aussi. ensemble sur ça, Arnaud. Tout à l'heure, du coup, grâce au memory, j'ai appris à assigner certains chiffres et nombres. Donc, on a 15, 16. Ça, je crois que c'est 16, justement. Voilà. J'ai retenu grâce à ça. Ça doit être 30, 50. Voilà, c'est un memory. Donc, c'est le principe, mais du coup, c'est une manière aussi ludique d'apprendre à apprendre des nouveaux signes. Et voilà. Et du coup, on peut voir aussi sur d'autres sujets, donc je n'ai pas abordé, mais on a par exemple un chronomètre pour après s'évaluer sur la vitesse. On peut aussi comparer le temps qu'on prend à chaque fois et voir est-ce qu'on s'améliore. Et ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je montre d'autres choses, Mathilde ou Gabriel, qui vous intéressent, mais... Moi, je suis ravie, je suis surtout bluffée par ta performance sur ta connaissance des chiffres en langue des signes. C'est une grande performance. Non, mais merci beaucoup. Voilà, donc là, on vous a montré un petit peu l'interface administration de ce grand projet. L'idée, c'était de pouvoir permettre à l'équipe de Gabriel d'éditer ces jeux avec tous les paramètres inhérents à chaque type de jeu, aller piocher tous les contenus et qu'ils soient mis en forme et structurés sur les pages, comme l'a dit Arnaud, en respectant un certain nombre de critères qui sont voilà, assez particuliers et qui doivent absolument être respectés. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce travail qui est le fruit de vraiment beaucoup de personnes qui ont contribué et qui ont voilà, participé à faire que ce projet aujourd'hui ressemble. On est déjà là, donc c'est vraiment chouette. Il y a des améliorations à apporter, mais on est dessus. On arrive petit à petit à la fin de notre temps d'échange. Je vous invite à poser vos questions. Il nous reste encore un petit peu de temps justement pour les questions. Donc posez-les dans l'onglet des questions. Ça va nous permettre voilà, à chacun des 3 intervenants de peut-être revenir sur un certain point que vous souhaiteriez voir approfondi. Donc on va vraiment rebalayer les 3 piliers qu'on a abordés dans le but d'apporter des précisions si vous en avez envie. Et donc je vais commencer par la question de Béatrice. Qui nous demande si la langue des signes et si les langues des signes, puisqu'il y en a plusieurs dans différents pays, si elles diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre et si une personne sourde qui signe en français aura vraiment du mal à se faire comprendre par une autre personne sourde dans un pays étranger. Excellente question. Alors, souvent, les personnes pensent que la langue des signes est internationale et quand je leur dis que non, elles sont déçues. Mais malgré tout, il y a vraiment pas de quoi être déçu. C'est encore plus riche. Encore une fois, moi, je vois à chaque fois plutôt le verre à moitié plein. C'est que la langue des signes, elle est différente dans chaque pays. Ça a finalement évolué comme les langues orales. Donc c'est vraiment lié à l'endroit où on est, mais aussi à la culture dans laquelle on vit. Par exemple, si on prend des sourds occidentaux, européens, pour dire le signe manger, on va faire le signe comme ça. Si on va dans un pays asiatique, à votre avis, je ne sais pas si je l'ai montré dans l'équipe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce serait différent, ce ne serait pas comme ça. Voilà, ça se rapproche de ça, c'est avec les baguettes. Donc il y a beaucoup de signes qui sont très visuels, qui vont donner à voir et qui vont être aussi un peu liés à la culture de pays dans lequel on est. Donc c'est normal qu'on ne signe pas de la même façon, mais il y a des signes qui n'ont rien à voir, qu'il faut vraiment juste prendre. Voilà, où il faut finalement voyager pour les comprendre. Malgré tout, c'est très facile de comprendre un sourd de n'importe quel pays, puisque la syntaxe de la langue des signes est pratiquement la même dans tous les pays. C'est un Français notamment qui l'a exporté aux États-Unis, donc un grand nombre de signes sont très proches entre l'ASL, American Sign Language, et la langue des signes française, LSF. Mais au-delà de ça, donc comme je disais, il y a une partie qu'on appelle iconique, donc très visuelle, qui donne à voir. On a donc la syntaxe qui est la même dans tous les pays. Et finalement, quand 2 personnes sourdes ou entendant signant et sourds vont se croiser au Brésil, en Inde, en Tanzanie, n'importe où, on va mettre quelques heures à se comprendre, on se met d'accord sur quelques signes et après on arrive à comprendre quasiment 80% de n'importe quel échange. Donc malgré tout,
c'est quand même très facile de se comprendre, beaucoup plus facile que d'apprendre une autre langue orale. En langue des signes, c'est très facile de se comprendre avec n'importe qui dans le monde. Merci beaucoup, Gabriel, pour ta réponse. On a une question pour toi, Pierre. On te demande si l'outil utilisé est soumis à licence. Donc, je suis désolée, je comprends pas sûr de bien comprendre la question, mais peut-être que toi, elle te parlera un peu plus. Alors nous, quand tu dis s'adresse au PO, l'outil. Alors nous, on utilise un outil qui est assez simple pour gérer, on va dire, toutes les fonctionnalités. C'est Trello. On essaye. Normalement, on pourrait dire qu'on essaye d'être en agilité, même si on est sur une agilité un peu hybride, puisque on met en place des points, on va dire 3 fois par semaine, 2 fois entre nous et une fois avec Gabriel pour lui faire un peu un retour sur les fonctionnalités sur lesquelles on a avancé. Mais évidemment, on communique avec Gabriel et tous les autres sur Slack, qui nous permet de pouvoir échanger au quotidien si on a des questions qui permettent de faire avancer plus rapidement le projet. Mais l'outil qu'on utilise principalement, c'est Trello et qui n'est pas soumis à une licence, qui est du coup un outil, on va dire, gratuit qui permet de pouvoir faire en sorte qu'on gère au mieux les fonctionnalités. Pour vous donner alors un petit point, hop, je vais vous montrer comment on utilise notre outil Trello, qui est vraiment très simple, hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais ça nous permet de pouvoir vraiment gérer au mieux ce qu'on souhaite. Hop, Trello. Et ce, dans le contexte du coup d'un projet de mécénat ou mettre en place les outils peut-être les plus performants que souvent d'ailleurs les devs maîtrisent très très bien et avec lesquels on pourrait travailler, mais qui ne se justifient en fait pas forcément dans le contexte d'un projet de mécénat où on a besoin de rester simple et on a besoin de pouvoir prendre en main le projet et les outils en fait le plus rapidement possible parce que vous l'avez deviné sur une période de disponibilité d'une personne, si on met plus de temps à comprendre les outils du projet qu'à vraiment pouvoir participer, c'est un peu le monde à l'envers et donc les outils les plus simples sont souvent ceux qui fonctionnent le mieux. Exactement. Voilà, donc merci Mathilde. C'est vrai que voilà, donc pour vous montrer l'outil sur lequel on utilise, donc c'est un outil de gestion de fonctionnalités très simple qui s'appelle Trello. Et donc, on a défini un certain nombre de colonnes qui est donc le backlog. Le backlog, c'est vraiment toute la liste des fonctionnalités, toute la liste des envies un peu qu'on a mis au propre et qu'on a un peu rédigé de manière un peu technique avec Gabriel et les autres personnes du projet. Et donc, c'est vraiment une liste avec des différentes couleurs. Donc, nous, les couleurs sont vertes, jaunes, rouges, qui permettent de pouvoir identifier un peu, si vous voulez, la taille du ticket. Donc, S étant la plus petite, donc, et M étant un peu plus grosse, XL étant très gros. Mon objectif un peu vraiment en tant que product owner est une fois que lorsqu'on a identifié une grosse tâche, qui est soit XL, soit L, mon rôle est vraiment de pouvoir la réduire au maximum en réduisant, en faisant un étiquette XL avec plusieurs petites tailles, plusieurs étiquettes S ou M, qui permet de pouvoir vraiment faire en sorte que tous les développeurs qui arrivent sur le projet puissent ajouter leur pierre à l'édifice et de pouvoir faire en sorte que un développeur qui s'attaque à une tâche XL, s'il est envoyé en mission 2 semaines après, il n'aura pas eu peut-être le temps de finir l'étiquette et du coup ce sera compliqué pour les autres développeurs qui vont reprendre de continuer sur cette étiquette. Or, si il travaille que sur des étiquettes de taille S ou M, et en une semaine ou en quelques jours, il a le temps de les faire et comme ça, au moins, on est sûr que c'est fini. Donc, c'est très important c'était vraiment notre ligne conductrice par rapport à ça, par rapport aux développeurs, lorsqu'on a des nouveaux développeurs, des nouveaux designers ou de nouvelles personnes, de faire en sorte que lorsqu'ils commencent une tâche ou une étiquette,
que même s'ils sont envoyés en mission et qu'on est très content pour eux, il faut qu'ils la finissent pour que vraiment ce soit eux et eux-mêmes qui les finissent et que la reprise ne soit pas compliquée. Parce que l'objectif est que, comme disait Mathilde à juste titre, c'est que faut que tout soit très simple, organisé et faire en sorte que ce soit bien géré de cette façon. Donc voilà, on a différentes colonnes qui permettent de pouvoir les déplacer comme on a envie lorsque il y a une tâche qui est en doing, donc qui est en train d'être réalisée. Donc ce qui permet de pouvoir montrer Et chaque personne qui prend une étiquette peut se l'approprier. Donc voilà, par exemple Arnaud s'est approprié cette fonctionnalité de pouvoir changer dans le memory les couleurs des petites cases. Il peut tout à fait cliquer sur le bouton rejoindre qui permet de pouvoir se l'approprier. Comme ça, moi, je sais qui est sur cette tâche. Et lorsqu'il y a des développeurs qui me demandent de l'aide ou qui me demandent des tâches à réaliser, au moins, je sais quelle tâche je vais pouvoir leur donner, quelle tâche ils veulent prendre, en fonction de leurs compétences, bien évidemment, techniques. Donc voilà, c'est un outil vraiment facile à utiliser, qui est utilisé dans beaucoup d'entreprises et qui permet vraiment d'avoir une gestion assez bien faite des projets. Voilà, j'espère que j'ai parlé beaucoup, mais j'espère avoir répondu à la question. Ouais, je pense que c'est super. On va prendre une dernière question. On nous demande s'il y a une communication qui est déjà prévue pour rendre le projet disponible et pour étendre son utilisation. Je pense que ça s'adresse à toi, Gabriel. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas si quelqu'un a mieux compris que moi, parce que c'est du coup son utilisation, que le projet Swiner soit répandu, pas la partie technique. Ouais. Ok. Eh bien oui, ça se passe en ce moment. Ouais. Non, justement, peut-être quelle est ton ambition avec ce projet, à qui il s'adresse. Voilà, moi je le sais, mais comment est-ce que tu vas communiquer à ce sujet? Combien de personnes vont utiliser la plateforme quand elle sera publiée? Des millions. Voilà. Exactement. Mon but, c'est, on est combien en France? 66 millions, 67 millions. Donc moi, c'est 67 millions de signers. Donc voilà, le but, c'est vraiment que la plateforme soit accessible à absolument tout le monde, qu'un maximum de personnes puissent la prendre en main, s'initier ou aller encore plus loin. Tout est possible, tout est permis, mais voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse y aller. Il y a déjà un premier niveau qui est prêt. On s'est calé sur le cadre européen commun de référence des langues. Donc, comme quand on apprend une langue au collège, au lycée, A1, A2, B1, B2. Donc, il y a déjà le niveau A1 qui est prêt. Il y a un niveau d'initiation aussi pour ceux qui veulent juste faire un premier petit pas. Donc, si vous allez déjà sur le site signers.com, vous pouvez déjà vous rendre compte de ce qui est fait. Il n'y a pas encore les améliorations, justement, qu'on est en train de créer avec toute l'équipe Extia, mais ça ne saurait tarder. Et le but, c'est que grâce à ça, on puisse arriver beaucoup plus facilement à créer le niveau A2, puis le niveau B1 d'ici, dans le courant de l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà quelque chose en ligne et ça va être complété bientôt très, très rapidement grâce à toute l'aide d'Extia. Et comme je disais, et ça, je ne l'ai pas présenté pour la manufacture digitale, mais c'est vrai que maintenant, une partie de nos activités, donc c'est destiné aux particuliers, n'importe qui peut s'en saisir, mais aussi aux entreprises. Pour les entreprises, du coup, ça peut passer par la manufacture digitale, qui est une entreprise adaptée. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément le concept, mais c'est en fait un contrat entre l'État et moi qui m'oblige à engager un maximum, c'est pas bien formulé, mais plus de 50% de personnes en situation de handicap. Donc, chez moi, il y a quasiment 100% de personnes en situation de handicap, majoritairement des personnes sourdes et malentendantes. Et pour moi, j'ai pas l'impression d'être une entreprise adaptée. C'est mon quotidien. Et j'ai surtout des personnes très compétentes en entreprise. Et grâce à cet agrément, en plus, on peut intervenir du coup dans vos entreprises, puisque je crois que vous êtes tous placés en entreprise. Et on peut justement faire une sensibilisation dans vos entreprises très ludique, avec aussi les roues de la chance. Par exemple, la roue de la chance qu'a présentée Arnaud, on peut vous la faire en live, mais avec cette partie justement numérique.
et puis faire avancer, vous faire un petit peu une initiation en live pour qu'ensuite vous puissiez prendre en main toute la partie technique derrière Signers et vous connecter vous-même. Génial. Bien, merci beaucoup Gabriel, merci Arnaud, merci Pierre, merci par la pensée à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet et qui sont entre-temps voilà repartis à vaquer à leurs occupations, à leurs missions. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Qui que vous soyez consultant chez Extia, que vous vouliez rejoindre une mission de mécénat, que vous soyez en poste chez nos clients, que vous soyez même peut-être externe à Extia, et que vous soyez intéressé par les activités de Gabriel ou le mécénat de compétences, ou par ce projet en lui-même, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce sera un plaisir d'aller un cran plus loin même et répondre à plus de questions. Vous avez vu apparaître un sondage normalement sur vos écrans. Merci beaucoup d'y répondre. Ça nous donnera des indications par rapport voilà, au prochain meet-up qu'on peut vous proposer avec les communautés métiers d'Extia. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé et tout le monde de nous avoir écoutés.